Bienvenue chez moi. Alors, je vais aujourd'hui introduire une nouvelle opposition entre deux concepts complémentaires, puis j'établirai en conclusion un lien cohérent, un lien consubstantiel entre cette vidéo et les deux précédentes. Alors, je vais être le plus clair possible, ce sont des choses importantes dont je vais parler, qui permettent ensuite de critiquer le régime dans lequel nous vivons. Et je vais parler posément afin que tout le monde comprenne bien mon propos. Alors j'en ai touché deux mots la dernière fois en parlant du côté organique d'une communauté. Ce qui caractérise fondamentalement ce qu'on appelle en philosophie la modernité avec un M majuscule qui est typiquement occidental, c'est l'attention de plus en plus soutenue accordée à l'individu. Et pas n'importe quel individu, l'individu sans lien subi, c'est-à-dire l'individu qui choisit ses liens et peut les rompre quand bon lui semble, en quelque sorte des liens à la carte. Le projet de société qui en émane et qui est en cours de réalisation à notre époque est le suivant: parvenir à organiser la plus grande société qui soit, entre des individus tissant des liens à la fois voulus et amovibles. Il se trouve que le monde marchand est celui qui s'adapte le mieux à ce genre de projet. À cette idée de liberté vient se greffer celle de déterminisme. Alors, qu'est-ce que le déterminisme? Je dirais que c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelle que chacun subit dans la vie. La modernité occidentale, au service de l'individu, se caractérise par l'émancipation vis-à-vis de tout déterminisme. D'une part, la notion de progrès continu a vocation à amoindrir le déterminisme d'ordre culturel, et en particulier d'ordre économique. D'autre part, le déterminisme naturel, lui, est purement et simplement escamoté. Pour nous autres modernes, la nature ne joue plus aucun rôle car nous en sommes devenus, selon la formule cartésienne consacrée, comme maîtres et possesseurs. Aujourd'hui, au passage, on s'en mord un peu les doigts. Pour les anciens, la nature est quelque chose à accomplir. La liberté des anciens consiste à accomplir ce pourquoi la nature les a comme programmés. Les seuls à se démarquer de cette vision des choses furent les fameux sophistes, au sens propre. Pour les modernes, la nature n'est pas quelque chose à accomplir, c'est quelque chose à dépasser, c'est quelque chose à reléguer. La liberté des modernes consiste à contourner toutes les entraves à la volonté individuelle, au nombre desquelles, bien sûr, la nature. Voici donc opposées liberté des anciens et liberté des modernes, et elles répondent à deux logiques différentes selon la manière dont on les revendique. Pour les anciens qui assument leur déterminisme, la liberté est justement incluse dans ces déterminismes. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, mais pour les anciens, la liberté est incluse dans les déterminismes. Elle consiste avant tout, cette liberté, à avoir part au pouvoir. Quand je dis que les anciens assumaient leur déterminisme, c'est en particulier qu'ils se savaient élément d'un tout qui les déterminait. Et ils voulaient en conséquence pouvoir influer sur ce tout. Et c'est en cela qu'ils se sentaient libres. Pour les modernes qui, eux, refusent tout déterminisme, la liberté consiste en un catalogue de droits. Elle ne renvoie plus à une participation effective au pouvoir collectif, elle renvoie à une défense poussée des droits de l'individu. Et plus l'individu moderne a de droits, plus il se sent libre automatiquement. Donc d'un côté, qui dit liberté dit pouvoir, de l'autre, qui dit liberté dit droit. Du point de vue anthropologique, c'est déjà
une complète révolution. Les anciens se sentaient libres en s'impliquant véritablement dans la chose publique, à tour de rôle. Les modernes se sentent libres, au contraire, dans le fait de pouvoir se reclure dans la sphère privée. Donc d'un côté, une liberté qui engage, et de l'autre, une liberté qui isole. Déjà une différence fondamentale. De notre point de vue moderne, la liberté qui engage est difficilement perçue comme liberté à part entière. S'engager ou s'impliquer, c'est établir un lien solide avec quelque chose. Mais pour le grec, qui lui se sentait animal social ou animal politique, l'engagement était au contraire la manifestation de la liberté effective. Cette distinction entre liberté des anciens et liberté des modernes est devenue, dans le discours libéral contemporain, la distinction entre liberté dite positive et liberté dite négative. Les libertés positives sont celles qui engagent, elles sont politiques. Les libertés négatives sont d'ordre économique et ce sont celles qui retranchent au contraire. Tout le monde connaît le grand précepte libéral qui prétend que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Alors c'est une très jolie phrase. Une très jolie phrase qui permet de briller en société. C'est déjà une chose, mais étant donné qu'on la récite comme un catéchisme, on interroge rarement cette phrase. Et quand on interroge cette phrase, même pour nous qui vouons un culte, un véritable culte à l'opinion des individus, ce précepte libéral, poussé à fond dans sa logique, est intenable pour toute vie en commun. C'est de la littérature. Je vous donne un exemple pour vous en convaincre, les femmes voilées. Exemple concret. En quoi une femme qui porte le voile de la tête aux pieds en public porte atteinte à la liberté de la personne qui va la croiser sur un trottoir? Y a-t-il agression? Non. Y a-t-il mise en demeure d'en faire autant? Pas davantage. En appliquant le fameux précepte, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, une femme voilée répond parfaitement à la logique libérale des libertés négatives, c'est-à-dire des libertés qui isolent. En fait, c'est au nom d'un idéal que le voile n'est pas toléré. Il dérange, le voile, parce qu'il porte atteinte à la dignité, et non pas à la dignité d'un individu en particulier, de cette femme, mais à la dignité de la femme en général. C'est-à-dire que dans le cas du voile, en quelque sorte, on reconvoque le civisme, autrement dit les libertés positives, celles qui engagent et responsabilisent autour de valeurs communes, et non celles qui isolent au nom de la tolérance. Mettez les valeurs à la porte, au nom des préceptes libéraux, ils reviennent par la fenêtre. Alors on pourrait répondre, oui, mais les libertés négatives, c'est important. La vie privée, c'est important. Nous en profitons tous et toutes chaque jour, et c'est vrai, c'est exact. On peut en être fier. Et on a raison d'en profiter. Mais, les Athéniens de l'Antiquité connaissaient tout de même le confort d'une vie privée. Donc, les libertés négatives. Cependant, ils honoraient l'engagement des libertés positives par-dessus tout, rien de plus. Nous, modernes, nous ne connaissons que les libertés négatives. Les libertés positives, les libertés politiques, nous sont inconnues, totalement inconnues à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui nous lie à la politique de nos jours? Uniquement le fameux suffrage universel. Bon. Or, le droit de vote est une liberté de type négatif. Il ne s'agit pas du tout, relativement à ce que j'ai dit auparavant, il ne s'agit pas du tout de s'impliquer, de participer activement au pouvoir, il s'agit de se garantir d'un droit de regard, se garantir un droit de regard pour se prémunir contre la tyrannie. Et pourquoi se prémunir contre la tyrannie? Pour préserver la vie privée. Le droit de vote est essentiellement le droit de se désintéresser de la politique sans avoir à en subir les conséquences les plus funestes
dans la vie privée. En dehors de la vie privée, point de liberté, nous ne concevons les libertés que de manière hermétique, séparées les unes des autres. La liberté des uns, etc. Que les libertés puissent non pas s'annuler en empiétant les unes sur les autres, mais s'additionner, coaguler, s'agréger d'une manière intelligente en vue d'un projet politique ne nous effleure même pas. Et pourquoi? Parce qu'à part la tolérance, cette injonction de vivre ensemble, la seule valeur aujourd'hui reconnue finalement, cette injonction de vivre ensemble tant bien que mal, à part cette tolérance, nous n'avons conceptuellement plus rien de commun. Et c'est sur cette crise du commun, entre guillemets, que j'aimerais conclure en faisant le bilan de ces 3 premiers rendez-vous ensemble. J'ai parlé successivement de la justice, de la communauté et donc de la liberté. Et à chaque fois, j'ai opéré une distinction entre 2 concepts que je n'ai pas inventés, qui font partie de la tradition philosophique, mais néanmoins qui se rapportent, ces concepts se rapportent à des choses tout à fait concrètes. Alors j'ai d'abord parlé de la justice commutative, dans la première vidéo, typiquement économique, régulant les rapports entre individus, et face à elle, de justice distributive, typiquement politique, car régulant les rapports entre chacun et sa communauté en tant que telle. Dans la deuxième vidéo, j'ai ensuite parlé de cette fameuse communauté organique, en l'opposant à la société qui, elle, appartient au vocable typiquement commercial. Enfin, aujourd'hui, j'ai mis en avant la distinction au niveau de l'individu entre les libertés positives, les libertés engageantes, et les libertés négatives qui renvoient exclusivement à la vie privée, donc à l'économie. Économie vient du grec oikos, qui signifie le foyer, privé donc. À présent, rendez la justice politique inopérante. Transformez la communauté en société ouverte, entre guillemets, ouverte à la libre circulation des personnes et des capitaux. Enfin, supprimez les libertés positives, qui sont libertés véritablement de pouvoir. Vous basculez alors dans un monde apprêté totalement pour le règne de la marchandise et des échanges totalement commerciaux, c'est-à-dire notre monde. Déplorer cela, c'est s'interroger sur tout ce dont je viens de parler. Un monde typiquement marchand, soit un monde où la seule chose que les gens partagent est le désir de commercer librement. Du point de vue du commun, la société est minimaliste. Le mot commun n'est d'ailleurs même plus en odeur de sainteté puisqu'il renvoie au communisme, l'idéologie la plus meurtrière de l'histoire. Dans nos sociétés, on lui préfère dorénavant le mot public, et pour cause. Le commun est ce qui appartient en propre à tout le monde. Alors que le public, je dirais que c'est ce qui n'appartient à personne en particulier. Le commun appartient en propre à tout le monde, le public, finalement, n'appartient à personne en particulier, c'est ce qui le détermine. Encore une fois, le commun est positif, il engage, il rassemble. Le public, lui, est négatif et il neutralise. Il neutralise notamment sur le plan des valeurs. Si j'emploie une métaphore, je dirais que le commun est une agora, le public, lui, est un no man's land. C'est donc toujours la même logique qui est à l'œuvre, celle qui favorise l'individu au détriment du collectif, celle qui favorise le droit au détriment du devoir, et celle qui favorise l'économie au détriment de la politique. Voilà, j'espère vous avoir intéressé autour de cette réflexion. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, en tout cas c'est fait maison, et c'est, je pense, inédit, du moins en vidéo. J'espère surtout que vous saisirez en quoi tout ceci renvoie à des choses très concrètes, et pas seulement à la théorie, pas seulement à la philosophie politique. C'est quelque chose que nous expérimentons chaque jour dans notre vie de tous les jours, et qui peut nous aider, et je le ferai dans une prochaine vidéo, à comprendre en quoi, effectivement, nous ne sommes pas réellement en démocratie.
Pour ma part, je vous retrouverai donc prochainement avec d'autres vidéos, je vous le dis, notamment sur la démocratie. J'en ferai une certainement sur la liberté d'expression, la morale, la religion. J'ai beaucoup d'idées qui germent petit à petit. J'en ferai une également sur la République, parce que ça fait partie de ces concepts totalement dévoyés, vidés de leur sens à notre époque. Et je ferai également une émission sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, vous verrez que c'est assez passionnant. Voilà tout ce que j'ai en vue, donc beaucoup de boulot en perspective. En attendant, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à vous abonner et à partager ce contenu. Je vous dis à très bientôt.